Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui, on va faire la revue du Toyota Corolla Cross hybride, petit VUS compact qui nous est arrivé ça fait pas trop d'années, qui est essentiellement une Toyota Corolla augmentée. Et aujourd'hui, ça va être un peu différent. Bien évidemment, on va faire le tour du véhicule, une revue complète sans problème. Dans quelques jours, je dois aller au Salon de l'Auto international de Toronto et Toyota a gracieusement accepté que je conduise ce dit véhicule jusqu'à Toronto aller-retour. Donc, on va faire un petit 1200 km ensemble. Puis ça va nous donner une bonne idée là, des métriques, que ce soit l'efficacité, le confort, l'autonomie totale avec le réservoir d'essence, tout ça. Donc, ça va être un bon test. On a Car Scanner. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer cette petite aventure-là. Allons-y. Pour l'année modèle 2026, Toyota fait un rafraîchissement de mi-cycle sur le Corolla Cross. Donc, on a une nouvelle calandre à l'avant. À l'intérieur, un écran d'infodivertissement plus gros, ainsi qu'une console un peu révisée, nouvelles roues et des nouveaux agencements de couleurs tels que ce beau bleu, là, un peu mat, ligne chromée et le toit noir. Ça, c'est super beau. Évidemment, ça, c'est la version XSE la plus équipée. Là, sur les versions de base, on ne peut pas avoir ces combinaisons de couleurs-là. Puis à l'arrière, c'est légèrement rafraîchi, mais rien vraiment d'extravagant. C'est vraiment la calandre à l'avant qui a beaucoup changé. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que ce véhicule-là est sur la plateforme TNGA-C, la plateforme uniformisée Toyota qui s'appelle TNGA, mais évidemment, il y a une variante compacte. Donc, la Corolla, le Corolla Cross, la Prius et le CHR, avant qu'ils deviennent électriques, c'était pas mal les véhicules de cette plateforme-là. Ensuite, on monte au grade K. K, c'est RAV4, Camry, Crown Signia, Crown Highlander, Grand Highlander et tous les Lexus là, qui s'apparentent à ces véhicules-là. Puis après ça, on tombe dans la version F qui est châssis en échelle, Tacoma, Tundra. On a une motorisation hybride définitivement, essieux à l'arrière électrifié, transmission hybride Toyota magique, comme je vous ai déjà expliqué à l'avant. Puis on ira encore une fois dans le détail plus tard dans la revue. Mais c'est super intéressant aussi de mentionner que ce véhicule-là est assemblé aux États-Unis dans une usine jointement opérée par Mazda et Toyota. Bien oui, parce que le Mazda CX-50 et le Toyota Corolla Cross pour l'Amérique du Nord sont assemblés sur la même ligne chez Mazda Toyota en Alabama. C'est particulier, mais écoutez, ça fonctionne. Les constructeurs japonais essayent beaucoup de s'aider. Motorisation du Toyota Corolla Cross hybride. Donc, on a un moteur 2 litres à cycle Atkinson ici qui développe là, autour de 130 chevaux. Et la transmission système hybride Toyota de 5e génération. Là, donc, on est pas mal harmonisé avec le reste de la gamme, là, ne serait-ce que la Camry, Toyota Crown Signia, le RAV4, puis le Highlander, tout ça. Donc, Toyota a tout harmonisé ça. On a une puissance maximale de 196 chevaux sur ce système-là. Évidemment, l'essieu arrière, là, qui est un moteur électrique, je n'ai pas exactement la puissance. D'habitude, c'est autour de 40 chevaux. C'est ça qui fait la mouvance électrique, là, parce que c'est intégral. Donc, il n'y a pas d'arbre de transmission. Ça simplifie et ça fiabilise énormément ces systèmes-là. Et à l'avant, là, on a le moteur électrique de propulsion principale et l'engrenage planétaire là, qui fait le mix entre la propulsion thermique et la propulsion électrique. Aussi, là, pour la consommation d'essence là, sur ce véhicule-là, c'est comme autour de 5,9 litres au 100 combiné. Là, je sais que la cote sur autoroute, c'est 6,1, puis en ville, c'est plus bas que ça. Ça s'apparente beaucoup au nouveau Toyota RAV4, même que souvent, j'en parle avec Gabriel. La motorisation 2,5 litres de 240 chevaux est sensiblement plus efficace que celle-ci. Mais évidemment, bonne chose qu'on s'en va à Toronto, on va aller mesurer réellement l'efficacité de cette motorisation-là. Espace cargo, on va aller voir. Nous avons un haillon motorisé, mais je crois que c'est la seule version qui a un haillon motorisé. Et dans le fond, on a un espace de chargement qui est honnêtement relativement correct. Ce qui est drôle, c'est que je crois que le RAV4 a un seuil de chargement plus bas. Un RAV4, c'est réellement optimisé pour le chargement. Puis ici, dans le fond, on a fait des petits compromis d'ingénierie. Vous voyez mon sac, 2-3 petites boîtes et un véhicule de la ville de Montréal qui fait du déneigement. On va le laisser passer. C'est quand même cool qu'il y ait des chenillettes là-dessus. C'est vraiment impressionnant. Donc, je continue. Siège se rabatte à plat. Je vais vous montrer ça à l'instant. Fait intéressant. Le cache-bagages ne se cache pas dans le sous-plancher comme sur les nouveaux RAV4. Essentiellement, dans le sous-plancher, vous avez un insert de styromousse qui ferait d'office d'endroit où on mettrait la roue de secours. Il n'y en a pas. Puis ensuite, vous avez le câble haute tension pour le moteur à l'arrière. Donc, si je dépose le cache-bagages comme ça, je rabaisse les bancs à plat. Bien, on remarque qu'on a une petite démarcation en hauteur. C'est pas tant la fin du monde, évidemment. C'est pas fait pour dormir dans le véhicule, mais ça charge et ça loge quand même bien.
Ça serait fascinant de penser que si ce véhicule-là était une Corolla familiale, comme il s'offre dans d'autres marchés du monde, je suis convaincu que nous aurions la même capacité de chargement. Parce qu'à la fin, la hauteur supplémentaire se passe réellement là, du côté là, de la garde au sol et de la hauteur du toit là, pour les passagers à l'avant et à l'arrière. Point fort ici, hein, si vous suivez nos vidéos à toutes les semaines, j'ai essayé la Leaf dernièrement. L'espace sous les sièges était extrêmement exigu. Ici, là, ça rentre super bien, malgré que c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup d'espace pour les jambes comparé à un RAV4, par exemple. Bien évidemment, étant donné que les sièges sont surélevés, ça me fait penser à ce que Tesla a fait avec le modèle Y. Là, ils ont comme fait une structure qui surélève les sièges de la Corolla. Mes pieds rentrent bien. Le bas du siège, c'est pas super haut, mais c'est correct. Qualité des matériaux, c'est Toyota Hard Plastic Special. C'est typique. J'aime que le porte-gobelet est intégré ici, mais c'est très Corolla-esque. Et le plus drôle, dans cette version, on a des sièges chauffants à l'arrière. Les boutons sont juste ici, cachés. Je suis sûr que si on n'est pas des nerds d'automobile ou des geeks comme moi, on les verrait même pas. On a un accoudoir central avec 2 porte-verres, mais je vous dirais que, pour vrai, c'est quand même bien là, l'espace à l'arrière dans le Corolla Cross là, pour le gabarit du véhicule. Comme je vous disais au début du vidéo, là, on voit ici manufacturé par Mazda Toyota Manufacturing USA Incorporated. Donc, c'est bel et bien un véhicule assemblé aux États-Unis, a été assemblé en août 2025. On va s'asseoir à l'avant, mais avant, on parlait des sièges. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de position de conduite idéale dans ce véhicule-là. Puis ça fait comme 2 jours que j'essaie. Ça, c'est moins bien. J'ai hâte de voir là, quand on va faire le 1000 km. On est maintenant dans le poste de pilotage du Corolla Cross. Puis comme vous pouvez voir, on est littéralement assis dans une Corolla, malgré qu'on a une nouvelle console ici, avec des boutons. Puis je vais juste tasser le levier de vitesse, là. Honnêtement, c'est très rudimentaire comme boutonnerie pour les sièges chauffants, mais je sais pas pourquoi j'aime ça. Ça, c'est réellement fait pour avoir des gants. Vous voyez que ça a été ajouté à la fin, là, mode de conduite, EV mode. Mais écoutez, je me plains pas de ça. Chargeur sans fil pour votre téléphone. Ici, climatisation de Toyota Corolla depuis 2017. Et l'écran d'infodivertissement beaucoup plus gros. Ça, c'est bienvenu. Combiné d'instruments personnalisables Toyota que, pour vrai, j'apprécie. Il est déjà tout configuré pour moi avec mes vues différentes et mon tachymètre. Donc ici, j'ai rien à dire. Ben sinon, c'est pas mal ça. L'intérieur, j'aime quand même qu'on ait ce petit détail contrastant sur les sièges. On a un petit toit ouvrant tout petit, mais on est dans une plus vieille itération d'un véhicule Toyota. La Corolla devrait changer de génération l'année prochaine. Probablement que le Corolla Cross va suivre tout de suite après. C'est maintenant l'heure de se rendre à Toronto. Là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, demain matin, tôt, je vais remplir le véhicule à bloc à la fameuse station Shell, hein, où est-ce que je fais toujours mes tests. On va prendre la 401, on va se diriger vers le centre-ville de Toronto. Probablement que je vais vous faire une mise à jour au milieu du périple, là, Kingston, dans ce coin-là. Et ensuite, là aussi, on va se reparler sur le retour. Et la conclusion, lorsqu'on va ravitailler à la station Shell, à la salle, bien là, on va avoir comme pas mal toute l'information qu'on a de besoin là, pour porter un jugement sur l'efficacité, le comportement routier, tout ça. L'inconnu là-dedans, est-ce que le véhicule peut faire 1200 km aller-retour? J'en doute. Je crois que sur le retour, là, on va avoir un ravitaillement supplémentaire à faire, mais à la fin, on va tout compiler les données. Je vous ai préparé une interface Car Scanner là, qu'on va pouvoir vous présenter, qui va vous montrer là, la puissance des moteurs, tout ça. Là, ça devrait être un petit peu plus interactif pour comprendre le comportement du véhicule. Donc, on va se revoir demain matin. On est sur la 401, là, on est à la moitié du réservoir de carburant, 20 litres sur 40 litres. On ne se rendra pas à Toronto avec le réservoir parce qu'il nous reste 315 km à faire puis il nous affiche 204 km. La consommation est relativement élevée en ce moment à 7,8, comme vous avez vu sur les prises de vue. Chaussée enneigée, beaucoup de ralentissement d'accélération pour dépasser les semi-remorques. Évidemment, friction supplémentaire due à la chaussée. Qui n'est pas idéal. On a un vent de face. Dans le fond, il n'y a rien qui nous aide aujourd'hui. Donc, on est beaucoup plus haut que la cote de 6,1 litres sur autoroute, ce qui fait que notre autonomie est assez faible.
Vous voyez dans le coin de l'écran, on a Car Scanner, puis je vous l'ai configuré d'une façon que vous allez voir le système hybride Toyota fonctionner en direct. Je vais juste vous décrire ça. On a un tachymètre en haut. Ensuite, on a RPM moteur 2. Ça, c'est le moteur de propulsion principal du véhicule. Lui, tu as 10 000 tours minute. Il tourne avec les roues tout le temps. On a le niveau de carburant, la puissance du moteur thermique calculée. Ensuite, on a le statut de charge de la batterie. On a MG2 kW. Ça, c'est la puissance du moteur électrique de propulsion instantanée. Et ensuite, voltage de la batterie, température. La beauté du système hybride Toyota, c'est qu'il est hybride, c'est qu'il est parallèle et série en même temps. Le moteur thermique sur l'autoroute, majoritairement, via un engrenage planétaire, va mettre de la puissance aux roues. Mais le moteur thermique est toujours connecté à un générateur qui nous est invisible dans Car Scanner. On ne le voit pas, mais on le sait qu'il est là. Et lorsqu'on est en ville, c'est majoritairement le moteur de propulsion qui va faire le travail. Mais le moteur de propulsion tourne tout le temps. Ça, c'est super important. Et deux choses que vous devez savoir, c'est que le moteur MG2 de propulsion a à peu près 80-85 kW de puissance et le moteur thermique de 2 litres a 100 kW de puissance, 150 HP. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le véhicule à fond, puis vous allez voir, les deux puissances, on va aller au fond. Je mets ça à fond. Hein, on va chercher 100 kW. Là, c'est calculé, puis là, on a la puissance maximale des moteurs. Mais là, vous allez me dire, c'est bizarre, Alexandre, parce que la petite batterie en arrière ne peut pas donner 80 kW de puissance. Vous avez entièrement raison. En réalité, on se rappelle ce que j'ai dit au début, le moteur thermique est toujours connecté au générateur. Donc, la majorité de la puissance que le moteur 2 litres produit s'en va dans le générateur, converti, et ensuite s'en va dans le moteur de propulsion MG2. Au fond, c'est comme on est en mode série en ce moment, mais pendant ce temps-là, le planétaire envoie de la puissance aux roues. Fait que tout se fait en même temps. Et pourquoi Toyota fait ça? C'est que sur l'autoroute, c'est beaucoup plus facile de moduler la puissance et c'est beaucoup plus efficace. Parce que Toyota est quand même bon pour faire des moteurs à aspiration naturelle là, qui sont très économiques sur l'autoroute puis qui ne virent pas très, très haut. Puis avec cette configuration-là, mettons à 110 km/h, le moteur va tourner autour là, comme ça, 1890 tours minute, va produire à peu près 30 chevaux, 16-20 kW. Et le moteur de propulsion, le moteur de propulsion ne produit pas de puissance. C'est tout le moteur thermique qui fait le travail via l'engrenage planétaire. Et lorsqu'on en a besoin d'un peu plus, tout s'inverse. Et là, la puissance électrique vient prendre le relais. Et en ville, c'est toujours la puissance électrique qui fait d'office de système de propulsion. Puis le moteur thermique n'est seulement là pour ajouter de la puissance dans la batterie. Et c'est pour ça que lorsqu'on conduit en ville, le statut de charge de la batterie hybride est autour de 65-70 %. Sur l'autoroute, autour de 40 %. Donc, j'espère que vous voyez un peu ce qui se passe ici. C'est sûr que c'est complexe. Ça fait plusieurs fois que je l'explique, puis je veux vraiment être sûr que tout le monde comprend. C'est vraiment fascinant comme système. Ford fait la même chose avec le Maverick et le Ford Escape hybride. Puis à part ça, il y a Subaru aussi qui fait quelque chose de similaire dans ses nouveaux hybrides. Mais à part ça, tout le monde utilise une autre technique comme Honda qui est hybride série où il n'y a pas vraiment de connexion avec les roues. Sinon, Corolla Cross, comment que ça se passe sur l'autoroute? Ça va quand même bien. Toyota a mis des bons pneus d'hiver, des Blizzak. Honnêtement, à prix égal, moi, je me promènerais en Camry si j'avais à me procurer un véhicule de ce gabarit-là. La Camry a 40 chevaux de plus, mieux planté sur la route, un comportement beaucoup plus raffiné. C'est sûr, c'est correct, le Corolla Cross, mais tant qu'à faire, je veux dire, la Corolla hybride est beaucoup plus efficace que le Corolla Cross. Puis elle est rétromotrice de toute façon. Fait que je pense que c'est un véhicule qui n'existe que pour la garde au sol, ce qui est correct. Les gens aiment la garde au sol, les gens aiment la position de conduite droite. Ça, c'est leur choix. Mais moi, si j'avais à choisir un autre véhicule dans l'éventail Toyota au même prix, autour de 38 à 41 000 $, ça serait en Camry hybride 4 roues motrices. On est rendu vendredi. J'ai bien dormi parce que dites-vous, là, faire Montréal-Toronto aller-retour là, avec une nuit entre les deux, c'est du stock. Pour avoir fait plus de 50 000 km sur la 401 dans les 3 dernières années, c'est quelque chose. Mais bon, peu importe, j'ai aimé mon expérience. Merci encore une fois à Toyota à m'avoir laissé utiliser le Corolla Cross sur une si longue distance. Donc, les résultats.
On a ravitaillé 3 fois. C'est beaucoup. Réservoir de 40 litres, ça ne nous aidera jamais. Donc, je vais passer ça en rafale rapidement, puis on a des moyennes après. Premier réservoir, 426,3 km. Donc ça, c'est l'autonomie la plus longue que j'ai pu faire. C'est vraiment pas beaucoup. On a mis 35 litres, 8,2 litres au 100. 45 $. L'essence en Ontario est quand même peu cher. Réservoir numéro 2, 389 km. On a mis 30 litres, 7,7 litres au 100 km. Ça, c'est la meilleure consommation. Ça, c'est le deuxième ravitaillement. Donc ça, c'est comme le tiers de la 401 vers l'ouest. Puis ensuite, là, une grosse partie de la 401 vers l'est, là, quasiment jusqu'à Kingston, en revenant. Et ensuite, le dernier réservoir jusqu'au Shell à Montréal, 297 km, 23,8 litres, 8 litres au 100 km, 35 $. Donc, dans le fond, une moyenne totale là, de 1112 km parcourus, 8 litres au 100 km consommation totale, puis ça a coûté 120 $. Je vous garantis qu'une auto électrique, ça aurait été moins cher. Je vous le garantis. Puis une auto électrique, on aurait arrêté probablement autant de fois, tout dépendamment de la voiture électrique, là, mais probablement, genre, mettons, un Toyota BZ. Hein, l'exemple que j'aurais pu vous donner, là, ça aurait été probablement moitié prix, le Toyota BZ. Mais c'est pas ça le but de l'épisode d'aujourd'hui. La consommation sur autoroute a été 31 % plus élevée que la cote de 6,1 NRCan. Pourquoi maintenant? Sur le départ, en allant vers Toronto, conditions routières étaient extrêmement défavorables. Chaussée glacée, chaussée enneigée, beaucoup de projections, beaucoup de vent et c'est pas mal ça. Puis la vitesse moyenne n'était pas super élevée. Donc ça n'a pas aidé. Ensuite, lorsque les conditions sont améliorées pour Kingston, la 401, c'est reconnu, la vitesse moyenne est beaucoup plus élevée qu'au Québec, là, au moins 20 % plus élevée qu'au Québec, donc ça a un impact. Et en plus, on est l'hiver sur des pneus Bridgestone Blizzak qui sont reconnus pour être une gomme très molle, donc excellente performance hivernale, mais ça a un impact sur la friction, la résistance au roulement. Donc ça, c'est comme tous les paramètres qui ont créé là, le 8 litres au 100. Si on avait fait le même exercice l'été, je suis convaincu qu'on aurait été beaucoup plus proche là, du 6.1, 6.6, 6.8, 7 litres au 100 probablement, parce qu'encore une fois, là, le seul impact qui aurait été, ça aurait été la vitesse, plus élevée, la vitesse moyenne de l'autoroute, qui a fait que la consommation était plus élevée. Donc ça, c'est les résultats. Maintenant, on le sait. Une chose, je suis convaincu encore que si nous avions une motorisation 2.5 litres avec le même système hybride là, qui développe 240 chevaux, ça aurait été plus économique parce que malgré que la puissance est bonne, parce que c'est un véhicule de 1540 kg, c'est super léger, puis on a 200 chevaux, là, ça se déménage en masse lorsqu'on le met à fond. La motorisation 2.5 est plus efficace à régime d'autoroute, consomme moins d'essence. Ça, c'est juste un fait. Là. Des motorisations plus grosses, souvent comme ça, sont moins sollicitées et consomment moins. On arrive maintenant à combien ça coûte un Toyota Corolla Cross. Essentiellement, il y a 2 modèles hybrides. Là, puis personnellement, je pense que la seule motorisation du Corolla Cross, ça devrait être celle-ci parce qu'elle est puissante et elle est efficace, là, à moins que les conditions soient défavorables, là, comme tous les véhicules. La version aujourd'hui XSE hybride, 49 985, donc 42 000 $. Puis la version SE hybride un peu moins équipée, 39 160. Probablement que SE hybride est suffisant pour tout le monde. Je vois pas d'inconvénient. Mais XSE hybride, c'est la plus belle version. L'écran est un peu plus gros, mais ça change pas grand-chose. Et évidemment, elles sont toutes 4 roues motrices. Ces versions-là, donc, on est très très proche du nouveau RAV4. Version LE 4 roues motrices de base, c'est 40 504. Et je vous le dis, le nouveau RAV4, c'est vraiment efficace. Genre, très efficace. Fait que là, c'est là que Toyota a bien segmenté ses choses parce que quand la gamme du Corolla Cross hybride se termine, la gamme du RAV4 commence. Fait que tu sais, il n'y a pas de chevauchement, mais pour un véhicule plus gros, plus spacieux, puis beaucoup plus, tu sais, il est quand même beaucoup plus raffiné maintenant le nouveau RAV4 malgré que c'est la même plateforme qu'avant. Et je pencherais peut-être pour le nouveau RAV4 puis en plus il est fait au Canada. Ça vaut quelque chose. Donc ça, c'est les prix. Et maintenant, conclusion là, de cet épisode. Puis merci encore une fois d'être là. Ça a été quand même long à produire là, au-delà de 3 jours. Mais bon, j'ai des petits points forts et des points améliorés. Fait que point fort, puissance, ça, c'est vraiment impressionnant. Lorsqu'on le met à fond, là, le moteur, c'est comme une motoneige. Il va s'accoter à 6000 tours minute. Puis vous avez une vague de couple et de puissance. Là, c'est réellement impressionnant. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Fait que ça, c'est la force de ces motorisations-là. Imaginez avec 240 chevaux. Si on avait ça, là, ça serait quelque chose. Peut-être un genre de GR Corolla Cross hybride, ça pourrait. Insonorisation, lorsqu'on ne pousse pas le moteur, ça m'a surpris là, pour un véhicule qui est bas de gamme. OK, oui, c'est un véhicule de 42 000 $, mais là, on vit dans un nouveau monde parallèle. Insonorisation, ça m'a impressionné. Traction sur la neige, vraiment point fort, là, parce que
toute la semaine, il faisait mauvais à Montréal, il a neigé beaucoup. Et malgré que ce système-là, c'est pas le meilleur système 4 roues motrices, vu qu'il est comme, il n'est pas mécanique, il est électrique, puis il n'y a pas d'assistance à plus haute vitesse, mais à basse vitesse, là, vraiment impressionnant la traction sur neige. Quand on enlève le contrôle de stabilité, vraiment amusant aussi à conduire. Donc ici, là, très bonne calibration, j'ai bien aimé. Et la visibilité, super, il n'y a pas d'angle mort. Ça m'a vraiment surpris sur la 401. Là, pour ceux qui connaissent ça, c'est agressif, le style de conduite de cette autoroute-là, c'est pas bon. Mais très bien la visibilité tout le tour. Pour améliorer le confort des sièges, là, ça c'est... Les sièges sont trop durs. La position de conduite est très difficile à trouver pour une personne comme moi. La colonne de direction ne s'avance pas assez. Donc, tu es toujours dans une position mitoyenne. C'est amélioré. La Civic souffre du même problème. Ce n'est pas un problème nécessairement de voiture moins chère. Je sais pas. Les véhicules compacts japonais ont de la difficulté avec le confort des sièges. Les Allemands, le Jetta, Taos, Golf dans le temps, font beaucoup mieux. Rugosité moteur. Ça, c'est le commentaire que je donne à tous les véhicules hybrides Toyota. Lorsqu'on le pousse, on dirait que la tête de moteur veut sortir du capot. Là. Malheureusement, ça. Pourtant, tu compares du côté Honda, puis c'est un petit moulin. Fait qu'en réalité, tout se fait dans la vie. Et la suspension est trop molle. Pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes à vitesse d'autoroute sur l'autoroute, puis là, la route ondule. La suspension est tellement molle que le véhicule a des moments. Tu sais, dans le fond, il y a des moments qui sont induits dans le châssis du véhicule qui fait que le régulateur de vitesse s'adapte. Puis que ce soit le régulateur de vitesse standard ou adaptatif, l'auto fait comme, OK, j'ai comme accéléré, oh, j'ai décéléré. Fait que ça fait un... C'est comme si on était sur un bateau. C'est un peu bizarre. Fait que là, ça, je pense qu'il y a une petite calibration supplémentaire à faire de ce côté-là. Mais évidemment, là, il doit rester une année modèle à ce véhicule-là. Le problème est que lorsque la Corolla normale berline changera de génération, un nouveau Corolla Cross viendra. Donc voilà, les conclusions du Corolla Cross. Est-ce que ça vaut la peine, ce véhicule-là? Ça dépend vraiment de vos besoins. Je pense que c'est un véhicule beaucoup plus métropolitain qu'un véhicule de grande route. Si j'avais à me procurer un Toyota, là, si dans le fond, moi, je veux un Toyota hybride, je prendrais pas de RAV4, je l'aime. Je suis pas un gars de VUS. La Camry qui est moins chère que le Corolla Cross XC hybride qui est 4 roues motrices. Là. La Camry, c'est probablement une des meilleures voitures que Toyota fait depuis longtemps. La nouvelle génération est excellente. C'est vraiment, là, c'est une très bonne routière, très efficace. Son seul défaut, c'est qu'elle a pas beaucoup d'autonomie non plus parce que Toyota a réduit vraiment la taille des réservoirs d'essence dans ces véhicules-là. Donc sur ça, j'espère que vous avez aimé. Merci d'être resté. Puis la vidéo du Salon de l'Auto de Toronto, théoriquement, vous l'avez déjà vu parce qu'il va avoir été produit avant cette vidéo-là. Puis si vous ne l'avez pas vu, il va y avoir un lien là ou là, je ne sais jamais avec le miroir qu'est-ce qui arrive. Donc sur ce, on se laisse là-dessus.